Bonjour Jeannette. Bonjour Sébastien. Bonjour Stan. Bonjour Sébastien. Je vais aller droit au but au niveau de ma question. Quel est votre objectif réel? Quel est notre objectif réel? Ouais. Je pense qu'il est important de commencer par d'englober la notion de l'existentialisme. Parce que moi, à travers cette question, c'est ce que je vois. Pour faire court, on peut dire c'est un combat le bien contre le mal, non? Sur la Terre et ailleurs. Et donc nous voulons participer à faire du bien sur cette planète. Pour dire globalement dans quelle direction ça va. Oui, c'est la question la plus simple, la réponse la plus simple et la plus juste. C'est-à-dire que nous avons identifié la réalité du combat du bien contre le mal sur cette planète et le fait qu'il est absolument impossible, en tant qu'être humain de conscience, d'y échapper, de se soustraire à ses responsabilités dans ce combat. Et notre démarche, elle est avant tout, et en ce qui me concerne moi par exemple, depuis tout petit, elle est toujours empathique, elle est toujours d'aider ceux qui en bavent, qui sont victimes d'injustice, qui sont victimes de toutes les formes, en fait, les manifestations du mal, on peut dire. Et ça, c'est pour ça que je parle de notion existentialiste, avant tout. Ouais, je vois quelquefois des spiritualistes qui nous disent qu'il n'y a ni bien ni mal. Et, d'un autre côté, il y a aussi Bush qui avait un combat contre le mal, soi-disant. Oui, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça et comment identifier qu'est-ce que c'est que le bien et le mal? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Nous avons beaucoup de choses à dire sur les spiritualistes. Donc on va revenir là-dessus. Je te laisse répondre puisque tu as envie. Un grand thème. Parce que le bien et le mal n'existent pas. Oui, c'est des spirituels qui disent ça pour dire dans l'absolu. C'est intéressant comme terme. Spiritualiste. Dans l'absolu, sur le plan astral, on ne sait pas où. Mais on s'en fout ce qui se passe ailleurs. On est sur la Terre et sur la Terre, le combat, le bien contre le mal, c'est bien réel. C'est vrai que si on met une claque, je vais avoir mal, donc le mal existe, oui. Voilà, si tu violes un enfant, l'enfant il va pas être bien. Donc c'est pas compliqué de voir. Et pourtant, c'est pas si évident. Parce qu'on est dans un système d'illusion où à première vue, c'est même pas facile à détecter vraiment où est le bien ou le mal. Il y a beaucoup de gens qui participent à ce système, à la matrice, non? À tout ce qu'on fait dans la vie, en pensant de faire quelque chose de bien pour la société. Il faut que ça tourne, puisque tout le monde, les politiciens et tous les autres disent c'est utile, il faut participer à la société, c'est pour la recherche, c'est pour ci, c'est pour ça. Et à la fin, quand on prend conscience de la réalité, c'est inversé. Toutes les beaux choses qui nous disent, c'est faux. En fait, on participe, à chaque fois, on participe quasi à quelque chose dans la société, c'est pour le mal. Que ce soit les banques, les assurances, les recherches pour contre le cancer et tout ça. C'est mauvais parce qu'il y a des solutions beaucoup plus simples en harmonie avec la nature, avec l'humain. Et tout ça, il y aura pas on ne pourra pas évoluer dans ce sens-là parce qu'on est sur la planète où le mal domine pour le moment. Et c'est ça notre problème. Mais la chance qu'on a, c'est qu'il y a la conscience qui se réveille, donc on peut voir la vérité qu'on n'a pas pu voir avant, parce que maintenant il y a Internet, il y a toutes les vérités qui sortent, tout ce qu'on ne savait pas avant. Sur les OGM, on ne savait pas qu'est-ce qui était derrière, que c'était tellement nocif pour la santé, on ne savait pas, mais maintenant on peut le savoir. Donc celui qui veut savoir peut savoir. Et faire la différence entre le bien et le mal. Après, il y a les gens qui ne veulent pas savoir, c'est leur problème. Hein. Mais le combat, le bien et le mal, le bien contre le mal, existe bien sur la Terre. Nous, on parle de la Terre puisqu'on est ici. Et nous, on est chacun, on est des énergies, on est des âmes, non? On a le choix de participer à faire du bien ou du mal.
Donc vous situez du côté du bien, d'après vous? Absolument, Ah ouais, clair. bien sûr. D'après C'est vous. clair. Mais C'est clair. nous, sans la moindre ambiguïté, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, la première chose qu'on a à dire, et on doit appuyer là-dessus, c'est que le bien et le mal existent bien sur cette planète. Que tous ceux qui prétendent le contraire sont des serviteurs du mal. Puisque c'est une théorie totalement faisandée, fausse, qui tend à nous permettre de nous affranchir de nos responsabilités d'humains, qui sont de faire front au mal et d'agir, de se mettre en jeu, de mettre son incarnation en jeu pour agir pour le bien contre le mal. C'est le premier devoir de tout être humain sur cette planète. Et tous ces courants pseudo-spirituels, spiritualistes dont tu parles, sont là justement pour nous apporter des prétextes tout faits pour nous affranchir, pour nous offrir de nous affranchir de nos responsabilités et donc vendre notre âme, certains diraient au diable, à Satan, aux forces du mal. D'autres diraient aux entités maléfiques, extradimensionnelles qui contrôlent le système, l'univers, la société, etc. Après, on part dans plusieurs pistes de théorie en ce qui concerne les forces en présence. Petite mise entre parenthèses, pour le moment, je préfère, dans le fil des explications, rester sur le factuel, ne pas glisser sur la théorie. Le factuel, c'est que le mal se manifeste sous toutes les formes possibles et imaginables, sous nos yeux, tous les jours, en France, dans le village du coin, dans les pays limitrophes, dans les pays dits civilisés, de façon abominable aussi dans les pays dits non civilisés ou en voie de développement, au niveau de l'espèce humaine, au niveau des espèces animales sauvages, au niveau des espèces animales dites de bétail, au niveau de la nature elle-même, en profondeur. C'est un véritable travail de destruction du vivant sur la planète auquel nous assistons, les bras ballants. Et ça, c'est un fait. Après, de dire oui, c'est Satan, ou oui, mais non, c'est les aliens reptiliens, ou ci ou ça, je ne sais pas. Je n'ai croisé ni Satan, ni Joe le reptilien, donc j'en sais rien. Après, c'est du théorique. Les faits, par contre, sont très importants. Et c'est un point sur lequel, d'ailleurs, j'attire l'attention de toutes les personnes qui regardent cette vidéo, donc forcément par le biais d'Internet, c'est qu'Internet est plus qu'une arme à double tranchant, c'est une arme maléfique. C'est quelque chose qui est utilisé contre nous, même si les gens s'imaginent que Internet a échappé. Il y a beaucoup de crédules qui disent que Internet aurait échappé au contrôle des maîtres du monde. Laissez-moi rigoler. Internet est un outil pour les croyants, je dirais, sataniques. C'est l'outil qui permet de capter l'âme humaine, de le détourner de déjà son devoir d'agir dans la matière, de le détourner de lui-même, de le détourner de sa mise en collectivité avec les autres êtres humains, et surtout de lui faire passer des messages totalement faux, comme par exemple les courants spirituels. Tout le monde aujourd'hui, quasiment, se réfère à toutes ces falaises spirituelles qui sont déversées à jet continu sur les flux Internet. Donc il y a un conditionnement de l'humanité totale aujourd'hui par le biais d'Internet qui est extrêmement dangereux et qui nous pousse donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à mélanger les faits avec la théorie pour pouvoir après vous dire théorie de complot à dégager, c'est des attardés mentaux, il n'y a rien à voir. Donc nous, on s'attache aux faits et quand on va ensuite rentrer dans le théorique, c'est très important de rentrer ensuite dans le théorique. C'est ce qu'on appelle, par exemple pour les gendarmes et les policiers, définir des hypothèses de crime. Alors, quand on parle de théorie de complot, ça veut dire que tout policier, tout gendarme enquêteur, ou juge d'instruction, etc., quand honnête, qui fait une enquête pour comprendre pourquoi telle scène de crime, ça veut dire à ce moment-là que tous les enquêteurs qui font leur travail, ceux qui font leur travail sont des complotistes ou des conspirationnistes. La théorie de complot, ça ne veut strictement rien dire. La théorie de complot, c'est encore quelque chose qui est alimenté, d'ailleurs c'est la réponse immédiate qui diffuse aussi sur Internet, qui permet de botter en touche
en ce qui concerne tous les faits qui sont constatables et constatés. Et pas seulement constatés depuis Internet. Depuis Internet, on ne constate pas beaucoup de choses, on fait des recoupements, par contre. Alors, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. J'étais en train de dire donc que ce qui est très important, c'est le factuel. Le théorique, donc la notion de Satan liée aux forces du bien et du mal, pour le moment, tout de suite, là, dans les premières minutes de cet entretien, je préfère qu'on mette ça un peu de côté, parce que c'est un terrain très glissant. Mais après, nous allons être obligés d'y revenir. Nous allons être obligés d'en parler, et j'aimerais aussi qu'on nous soit offert de donner notre position là-dessus, après. Mais bon, je finis, si tu veux bien, avec cette notion du bien et du mal. Oui, sur cette planète, dans cet univers, il y a un combat du bien contre le mal. Voilà, ça c'est un fait. Nous impliquons corps et âme dans ce combat du bien contre le mal. Et nous essayons de trouver donc, comment dire, les biais, les moyens les plus pertinents pour être le plus efficace possible, à notre niveau, à nous. Voilà individuel. Voilà quel est notre... On cherche des solutions individuelles que nous pouvons proposer de nous-mêmes. Voilà quel est notre objectif fondamental. Voilà quelle est notre raison de vivre. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui en train de répondre à tes questions et de nous adresser encore tous les deux à ceux qui veulent en savoir un peu plus sur nous et sur notre démarche et notre objectif. Alors justement, j'ai vu des gens sur Internet. Bon, moi je vous connais, pour moi, je sais qui vous êtes. Merci. Oui. Et des gens sur Internet qui disaient que vous étiez, enfin, que spécialement toi, Stan Mayo, tu étais un agent de l'État. Voilà. Qu'est-ce que tu as à répondre là-dessus? Mon premier réflexe, ce serait de sourire. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se contenter de sourire, parce que je sais, je parlais quelquefois de cette guerre de communication qui n'en est pas une, parce que pour moi, la communication n'est qu'une part de cette guerre. Ceci dit, l'aspect communication est très important, parce que c'est à travers les propagandes que l'on arrive à façonner le mental de l'humain pour en faire un parfait bestiau sous contrôle total. Elle parlait tout à l'heure de tout ce qui tend les gens à faire le mal en pensant faire le bien. C'est justement les forces de propagande qui sont en jeu dans cette imposture sociétale. Donc il est très important en fait de répondre à ce genre d'attaque, même si dans la pratique je ne m'y attache pas du tout. Alors pour répondre à une telle niaiserie, je dirais oui, bien sûr, c'est une niaiserie. Je dirais que c'est plus qu'une niaiserie, puisque c'est ce genre, si tu veux, d'affirmations totalement gratuites qui sont lancées parce qu'il n'y a vraiment rien d'autre à nous reprocher. Il n'y a rien à nous reprocher. Ils ne savent pas quoi dire. Ils ne savent pas comment nous attaquer. Ils ne savent pas quoi prendre comme élément. Voilà, ils vont lancer quelque chose de gratuit, de purement inventé, le diffuser sur le net, et puis après les gens vont se gratter la tête en disant « Ah mais oui, mais pourquoi ce ne serait pas, par exemple, un agent de l'État ?» Alors, je vais tout simplement répondre à ça. Comment est-ce impossible que je sois un agent de l'État? La première notion qui saute aux yeux, c'est le fait que tu sois là en ce moment en train de nous poser des questions pour essayer de mettre en forme un complément d'information sur nous et ce qu'on veut dire, ce qu'on veut faire, qui prouve que, et d'ailleurs toutes les vidéos qui ont été faites depuis le début, la façon dont on essaie de s'exprimer à travers le net en ce qui concerne nos actions, très important, s'exprime à travers le net en ce qui concerne nos actions, je reviendrai là-dessus, dénote un manque d'organisation totale, qui nous est d'ailleurs très souvent rebalancé dans les dents. La forme est mauvaise, on fait des vidéos qui ne sont pas bonnes, qui sont trop longues, on fait des monologues incessants, où je suis avec mon ordinateur face à la caméra et il ne se passe rien, où je fais des coupures tout le temps au montage, etc. Enfin, on voit des commentaires qui nous sabordent sur la forme. Et d'autres commentaires qui nous sabordent sur le fait que, oui, de temps en temps, on sort une vidéo, pendant 6 mois on disparaît, il n'y a plus rien, le mouvement se casse la gueule, c'est pas sérieux. Alors, c'est pas que c'est pas sérieux, c'est que, faut-il le rappeler, nous sommes en clandestinité,
en cavale. Qu'il y ait à l'heure actuelle un mandat d'arrêt qui a été réactivé ou non, nous ne le savons même pas. Une chose est sûre, c'est que en ce qui me concerne, j'ai fait le choix de rentrer en clandestinité. Je l'ai dit, c'est à la vie, à la mort, parce que j'ai identifié la posture sociétale et j'ai défini à mon niveau que pour la combattre, il fallait en sortir. Maintenant, avec tout ce que je dis, toutes les accusations que je lance à l'heure actuelle, par exemple, contre François Hollande, ainsi que l'opération de déstabilisation du gouvernement actuel, je pense, me catalogue terroriste et rendre parfaitement légitime le fait que je poursuive cette situation de clandestinité. On ne fait pas la guerre depuis l'intérieur du système, depuis son appartement avec une connexion Internet. C'est faux. On fait la guerre à partir du moment où on peut être hors d'atteinte de la terreur d'État. Ceux qui sont soumis à la terreur d'État, c'est potentiellement soumis à la terreur d'État, et qui font tant d'interventions, s'ils n'ont pas de problème, c'est parce qu'ils ne gênent pas. Je reviendrai là-dessus. En ce qui nous concerne, nous, pas seulement au niveau de nos dénonciations, entre guillemets, surtout au niveau de nos actions, nous gênons et nous sommes à abattre. Bon. Parce donc, que c'est évident, si on a un logement et on gêne le pouvoir, mais ils vont venir te chercher, déjà des menaces, ils viennent te chercher et c'est terminé. Donc ça n'est pas possible de résister dans la société. Vraiment. Et C'est une illusion. Si on peut, oui, on peut dénoncer des choses, ça dérange plus personne, puisque il faut dénoncer tout ça, c'est le jeu maintenant. C'est l'heure pour dénoncer tout ça. Mais c'est pas gênant. Donc les choses qui gênent vraiment, on ne peut pas rester dans son appartement tranquille avec le téléphone, avec Internet et avec l'adresse. Oui, alors on précise ça parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris que il y en a qui disent oui, il n'y a plus de mandat d'arrêt international, c'est du pipeau, donc c'est des inventions, c'est pour se rendre intéressant. Mais excusez-nous, il y a des choses qu'il faut remettre dans leur contexte et qu'il faut peut-être recadrer. Oui, nous sommes en clandestinité et ça à la vie, à la mort. Parce que le système sociétal, dans son entièreté, est une imposture maléfique qu'il faut faire tomber. Donc après la prise de position que nous avons clairement affichée à ce niveau-là, il est évident que quand bien même pour telle ou telle machination judiciaire, par exemple l'affaire Vincent, il y a prescription, on pourrait revenir, s'insérer dans l'univers sociétal parce qu'il n'y a plus de mandat d'arrêt. Mais les gens n'ont strictement rien compris. On est hors société, on est hors matrice entre guillemets pour la combattre, on n'y reviendra jamais. Notre objectif est de faire tomber cette imposture sociétale, cette matrice. D'accord, mais tout le monde ne peut pas être dans la clandestinité, ça c'est pas possible. Mais non. Tout le monde ne peut pas être dans le maquis. Non. Alors, je ne sais pas si tout le monde ne peut pas être dans le maquis. La question n'est pas là. Pour répondre, ça ne concerne pas tout le monde. Pour tout le monde de se planquer, à ta première question, avant de venir à ça, pour dire pourquoi je ne suis pas un agent d'État, ni moi, ni ma compagne Chanel Ziman, c'est que nous sommes en clandestinité. Bon. Moi j'ai fait 3 fois de la prison, c'est vérifiable. Alors certes, on peut faire de la prison. Personnellement, je l'ai vérifié aussi. Ouais. Alors c'est sûr qu'on peut dire qu'on peut faire de la prison, ça peut rentrer dans un simulacre, dans une simulation. J'ai fait 3 fois de la prison, les premières fois à des époques où j'étais absolument... D'ailleurs, Internet, je ne sais même pas si ça existait en 2001. C'était ses balbutiements peut-être. La première fois que j'ai fait de la prison. L'affaire de Madagascar en 2004. C'était des choses qui étaient, des événements qui étaient reliés par la presse conventionnelle, pas du tout par Internet. J'étais pas en piste dans le cirque pour animer un mouvement révolutionnaire, etc. J'étais un citoyen lambda, certes marginal. Donc j'ai un historique qui est bien antérieur à ce que je suis aujourd'hui, qui ne peut pas être une mise en scène. C'est pas possible que depuis mes débuts de jeune gendarme, par exemple, qui remontent quand même au tout début des années 90, ça soit une mise en scène, pour nous amener, quelques 25 ans plus tard, à considérer que oui, je suis un agent d'État. Surtout, tu n'as toujours pris que des coups dans la figure. Hein. J'en ai toujours pris plein la figure. Il y en a d'autres après qui disent que je suis un raté au niveau de la société, comme par exemple dans ce qui me reste de ma famille, parce que les gens ne comprennent pas que le ratage, il se situe au niveau de notre implication profonde dans cette imposture sociétale, dans cette matrice maléfique. C'est ça le vrai ratage. Et
Donc, pour finir de répondre à cette question, ce qui saute aux yeux en premier lieu, c'est le fait qu'on a des difficultés énormes, ne serait-ce que pour communiquer. Pour sortir une vidéo qui est de la gueule, il y en a une seule, je crois, qui est de la gueule, qui est sortie depuis le début, c'est celle de Meta TV. Parce que c'est Meta TV, parce que le présentateur est bien, parce que l'émission est très regardée. Et là, pouf, alors là, on a fait un bond dans le, comme on dit déjà, dans l'audimat, là, dans le monde, le PAF, le paysage audiovisuel français. Mais si j'avais été un agent d'État, mais depuis le début, je vous martellerais toutes les semaines, il y aurait une putain de super vidéo qui sortirait avec des jolis montages et tout, toutes les semaines. Je veux dire, je drainerais des millions de personnes, comme Dieudonné ou comme Soral, qui eux, alors peut-être pas des agents d'État à proprement parler, mais des agents du système. Voilà, là, pour donner une référence, je peux, pour faire un comparatif, citer 2 personnes qui sont des agents du système. Et si tu veux plus d'explications, je t'en donnerai. Mais, donc, pour répondre à cette question-là, voilà, nous ne sommes pas des agents d'État, c'est impossible, parce que notre situation ne peut pas être simulée, ma vie depuis ces 30 dernières années ne peut pas être un simulacre, et parce que toutes les difficultés que nous avons pour communiquer sont bien réelles et ne sont pas compatibles avec la mission d'un agent d'État qui est là pour leurrer le public. Tu comprends ? Bien sûr. De toute façon, ils inventent toujours des nouvelles histoires hein, pour nous discréditer. Au départ, je me rappelle qu'en Allemagne, quand je me suis adressée la première fois à Angela Merkel et le pape, dans l'affaire des CD-ROM des vote pour leur demander de l'aide, d'intervenir pour Marcel Vervlousem qui devait partir en prison pour rien, bien sûr. Il y avait des sites internet qui sont apparus en allemand pour dire que j'étais un programme informatique, que je n'existais pas parce que j'étais que sur vidéo. Et bon, on peut peut-être produire ça en informatique, donc que je ne suis pas une personne réelle. Maintenant, tout ça a disparu d'Internet, tous ces vieux trucs qui se sont confirmés être faux. Et ils adaptent toujours sur Internet de donner des informations qui peuvent déstabiliser les gens qui se posent la question est-ce qu'ils sont bien ou pas. Donc ils adaptent toujours leurs informations et voilà, comme pour dire c'est peut-être un agent d'État que les gens pourraient se poser la question aujourd'hui, non ? On peut, pourquoi pas, hein ? Quand on regarde, quand on n'a pas encore suivi toute l'histoire, quand on regarde à nouveau, je veux dire, aujourd'hui, quand on n'a rien entendu du passé, on regarde juste Internet aujourd'hui, on découvre Stan Mayo, on pourrait se poser la question. Hein ? C'est juste. Comparer, voilà. Donc ils laissent toujours les informations qui laissent les gens un peu dans le flou. Et tout ce qui est trop visible, programme informatique par exemple, tout ça a disparu. Donc Internet, c'est une sacrée piège. Hein. Je vais t'apprendre une chose, c'est que dans des commentaires, j'ai vu aussi que vu que tu étais passé par les forces spéciales à l'armée, tu serais un MK Ultra. Je pense que c'est quelque chose qui ferait rigoler mon grand ami, le général Tauzin. Parce que, bon, ce qui me concerne, moi, j'ai fait un touch and go pour les forces spéciales. C'est à peine mentionnable. J'ai fait 2 ans, je suis passé par une unité, certes, des forces spéciales. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai expliqué, j'étais à une cellule qui était intéressante. Soit dit, j'ai jamais participé, j'ai pas fait une carrière dans les forces spéciales, je ne suis jamais allé participer à des opérations spéciales, comme ça s'appelle. Donc quelque part c'est très bien parce que j'ai pas de sang sur les mains. L'MK Ultra à la française, c'est quelqu'un qui a un conditionnement sur toute une carrière. Je pense pas peut-être je parle un peu dans le vide, à ma connaissance, il n'y a pas de protocole MK Ultra dans l'armée française. Mais peut-être que je me plante complètement. Moi, pour ce que je connais de l'armée, pour le petit passage que j'y ai fait entre la gendarmerie et les parachutistes du 1er PMA de Bayonne, force spéciale, c'est que le phénomène MK Ultra, se manifeste simplement par l'abrutissement des hommes de troupe, des sous-officiers aussi, et le formatage extrémiste des chefs, qui est souvent d'ailleurs de nature religieuse, ou sur la grandeur de la France, le phare du monde, etc., qui sont des notions complètement putrides, parce que la grandeur de la France, je l'attends toujours.
C'est-à-dire que la grandeur de la France, petite parenthèse, c'est quoi? C'est le colonialisme, c'est les années de colonialisme avec les massacres, la traite des Blanches, le massacre des populations indigènes, comme par exemple ce à quoi a participé mon arrière-grand-père paternel, le colonel Firmin Maillot, qui commandait un régiment de troupes de marine en Afrique et qui se battait contre les Pygmées. C'est ça la grandeur de la France. C'est quoi On encore? peut vérifier ça? Oui, bien sûr, c'est vérifiable, mais c'est pas quelque chose dont je suis fier, mais c'est quelque chose dont je veux parler pour faire comprendre qu'est-ce que c'est. Quelqu'un d'autre vous dire, oui, mon arrière-grand-père était un de ceux qui ont participé aux colonies et à bâtir la grandeur de la France. La grandeur de la France est quelque chose de satanique. La grandeur de la France s'est faite sur les pires massacres du monde, comme la construction des États-Unis. C'est la même chose. Il y en a d'autres qui citent en référence la grandeur de la France par rapport à la Révolution française. Bon, mettez-vous à la page, les gars, s'il vous plaît, généraux à la retraite et compagnie. La grandeur de la Révolution française était un coup d'État maçonnique et il y a des historiens contemporains qui le démontrent, voilà, qui le prouvent. La grandeur de la France est une supercherie. Elle est liée à la révolution industrielle, ensuite, parce que tout ce qui est colonisation, etc., ça a tendu ça a permis la révolution industrielle. Elle est liée à l'intégrisme religieux, catho-religieux intégriste, à l'intégrisme catholique, d'accord? Pardon si je bafouille un peu, c'est les avantages du direct. Et pour moi, tout ça est une supercherie, donc cette grandeur de la France. Et donc je faisais une petite parenthèse pour les officiers supérieurs, les généraux de l'armée française, et c'est à ce niveau-là, au niveau de cette croyance, de ce formatage que je vois du MK Ultra, du conditionnement mental. Pour les hommes de troupe, eh ben, eux, ils sont soumis à une forme de conditionnement où on nous apprend à fonctionner comme des robots. Mais ça, c'est sur du long terme, c'est-à-dire c'est au fil des années où on devient un robot qui ne marche pas, qui effectue des actions pour obéir à des ordres, avec même, je dirais, une certaine vanité à dire, à se présenter comme une machine, robot, qui exécute les ordres. Ce que j'ai décelé, moi, quand j'étais chez les paras, par exemple, c'est cette propension que pouvaient avoir des guerriers purs et durs à justement se présenter comme une machine froide. C'est un peu un cliché de cinéma. Parce que le 7e art, qui est aussi un outil de formatage de la conscience humaine, nous fait passer des MK Ultra pour des héros. Les gens qui regardent ces films stupides, s'identifient au MK Ultra. Le MK Ultra, dans le cinéma, est un héros. Il est bien forme comme héros. Donc, l'idiot de soldat qui aime se mettre en scène comme un MK Ultra en s'identifiant au héros de cinéma. Moi, je le vois à travers là, le MK Ultra de l'armée. C'est cette propension qu'on a à volontairement se robotiser parce que ça fait de nous un mec dur, un dur dont il faut avoir peur, etc. Je me rappelle aussi que quand j'étais para, c'était très à la mode, outre l'uniforme, d'avoir des t-shirts qu'on achetait d'ailleurs au foyer, avec une tête de mort, un béret rouge et la mention « Le diable rit avec nous », qui est diffusée dans toutes les troupes parachutistes de France. Ça, c'est du formatage MK Ultra, au satanisme aussi, où en fin de compte, on se réfugie derrière des notions comme le satanisme pour se donner un touch de dur à cuire qui fait peur, qu'on doit redouter, que les autres doivent redouter. Bon, alors, ok, pardon, je fais peut-être un peu trop loin. Je ne suis pas un MK Ultra. Je suis beaucoup trop imparfait pour pouvoir être un MK Ultra. Déjà, pour commencer. Tu as utilisé le mot satanisme. Donc, ça veut dire que tous les deux, vous pensez vous croyez en Satan. Enfin, vous pensez qu'une entité comme Satan puisse exister, mais en même temps, vous prétendez être athée. Nous ne croyons en rien. Nous ne croyons en rien. Ouais, c'est pour schématiser. C'est-à-dire, si on parle de Dieu ou de Satan, c'est pour parler du bien et du mal, parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît, comprend. Dieu, Satan, bien, mal.
Voilà, pour dire ça. Maintenant, on ne pense pas qu'il y a un homme sur un nuage qui est Dieu et un diable dans l'enfer qui est Satan. Mais le satanisme, on a bien constaté, c'est bien quelque chose qui est pratiqué sur la planète Terre. Donc, c'est bien réel. Donc, le Ça, c'est mal, juste. le satanisme existe. Satan, on ne sait pas, mais le satanisme et les satanistes, ah là, il n'y a pas de doute, c'est du factuel. Voilà. Et on n'a pas de croyance, c'est-à-dire on n'est pas chrétien ou une autre croyance, mais on a la foi, puisque tu l'as déjà dit dans d'autres vidéos aussi, qu'on a la foi. Mais la foi, c'est parce qu'il y a du bien et il y a du mal, et il y a des choses au-dessus de nous. Donc on peut dire c'est Dieu, on peut dire c'est Satan, mais c'est juste pour expliquer qu'est-ce que c'est le bien et le mal. Oui, c'est le sujet sur lequel je ne voulais pas venir tout de suite, parce qu'à mon avis, il est un peu glissant, mais bon, pourquoi pas. Oui, nous ne nourrissons pas de croyances, premièrement, parce que quand on cherche à comprendre en toute honnêteté intellectuelle, on ne peut pas se permettre d'être justement formaté, emprisonné par une croyance. L'humanité est emprisonnée, et c'est comme ça que ça fonctionne. Les religions servent à emprisonner l'esprit humain et à l'interdire de rechercher la vérité et de comprendre quel est le piège dans lequel il est enfermé et où sont les manipulations qui le poussent à terme à vendre son âme. Au diable peut-être, je ne sais pas. Donc on n'aurait pas de croyance, on est plutôt en recherche de la vérité. C'est-à-dire qu'après, la recherche de la vérité, elle a deux niveaux. La constatation des faits, et après, je le disais tout à l'heure, définir des hypothèses de crime pour comprendre ces faits. Et placer les faits dans une configuration réelle, dans un contexte réel. Parce que pour le moment, les faits qu'on arrive à définir, on essaie de les rentrer dans le contexte, c'est-à-dire la vision que tout un chacun a de la société, ben ça ne rentre pas. Après, on peut essayer dans tous les sens, hein. Ça ne rentre pas. Je veux dire, l'affaire Vincent, par exemple, je constate l'affaire Vincent, tous les constats liés à l'affaire Vincent ne concordent pas avec la vision que tout un chacun a de cette société presque parfaite, où il y aurait juste quelques dysfonctionnements. Je vais revenir dessus. Donc, oui, pour pas partir sur un autre thème, en ce qui concerne la croyance entre Satan ou pas, j'en parlais tout à l'heure, moi je ne crois pas en Satan. Je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en Satan. Je sais que les forces du mal et les forces du bien se livrent une bataille et que ça concerne notre univers, notre planète, chacun d'entre nous à son niveau le plus intime et personnel. Ouais. Ceci dit, on va souvent employer le mot Satan parce que ça parle à une très grande majorité de personnes, formatage religieux oblige, et aussi parce qu'effectivement, comme l'a soulevé Janet, le satanisme, c'est du concret, les satanistes, c'est hélas du concret. Oui, mais ça, pour la plupart des gens, le satanisme paraît quelque chose d'assez isolé. C'est quelques personnes qui sont dans ces systèmes-là de croyances, non ? Qui sont un peu gothiques, qui sont sur les cimetières à ouvrir les tombes. Oui, voilà. Ouais. Et des adolescents C'est pas attardés. quelque chose de. C'est pas une croyance majoritaire sur cette planète. Parce qu'il manque l'information. Ouais, Donc ils n'ont pas assez d'informations. Parce que maintenant, on peut savoir largement qu'on est dans un système pyramidal de la société et toutes les couches, de plus on monte la pyramide, de plus c'est satanique. Et je dirais même ça descend tellement basse maintenant, même à la base, nous, il y a beaucoup de gens qui sont des gens normaux, qui n'ont pas un poste spécial dans la société, qui pratiquent le satanisme aussi, qui sont en contact avec les entités, avec les démons. C'est très facile de constater dans la société. Avec des entités. Ouais. C'est très facile de constater qu'il y a une mode du satanisme. J'en parlais tout à l'heure avec les t-shirts qu'on avait dans les bérets rouges. Le diable rit avec nous. Mais les symboles du satanisme, on nous en gave. C'est omniprésent, c'est partout. C'est vrai que dans les clips vidéo, par exemple, Lady Gaga et d'autres groupes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de symbolisme. De plus en plus. Et ce n'est pas innocent, c'est-à-dire qu'effectivement, le symbolisme satanique, ce n'est pas simplement du show-off, de la démonstration, de la mode. C'est-à-dire que derrière cela, il y a une réalité, nous l'avons démontré à travers nos enquêtes sur la pédocriminalité, il y a une réalité
qui concerne le vrai satanisme, les rituels sataniques qui sont pratiqués par les plus hautes élites de la pyramide sociétale et après par leurs fidèles serviteurs. C'est ça le satanisme. Et effectivement, j'en ai quelquefois discuté par exemple avec des copains qui avaient été dans les renseignements généraux, notamment dans le rayon secte, et qui, c'est pas des mauvais gars, mais ils ont suivi une orientation toute leur carrière. On les a mis dans un cadre. Ils n'avaient pas de liberté de sortir de ce cadre pour faire leur recherche sur le satanisme. Donc, jusqu'à leur retraite, ils sont persuadés que le satanisme, c'est des bandes d'attardés, de jeunes adolescents attardés, gothiques, qui se mettent des piercings partout, qui s'habillent en noir, qui se maquillent en noir, et qui effectivement vont déterrer des cadavres sur des cimetières et faire des choses comme ça, et que donc c'est plus de l'ordre du folklore qu'autre chose. Mais ça fait partie justement de ce dont je parlais tout à l'heure, qui est la propagande, pour emprisonner l'esprit humain et l'empêcher de voir en face ce qu'il devrait voir et combattre. Le satanisme est ce qui contrôle le monde. Et je dirais, c'est la religion de ceux qui sont au top de la pyramide. Mais même pas au top, même au milieu, au niveau des gouvernements et tout ça. Ces gens-là, les magistrats, tout ça, eux, ils pensent... ils ont la religion du satanisme. C'est pas comme nous, on croit en Dieu. Eux, ils sont persuadés que c'est Satan, il est meilleur que Dieu, il a vaincu Dieu, et c'est lui le rebelle. Et donc, ils sont à fond là-dedans. C'est encore une croyance. Satan ou Lucifer, bon après, il y a plusieurs théories qui se bousculent entre Satan et Lucifer. Est-ce que c'est le même ou pas le même? Il y a des théories qui divergent, mais fondamentalement, il y a Lucifer qui serait l'ange déchu, rebelle, et Satan serait son adjoint. Il y en a d'autres qui disent que c'est la même entité. En fait, quand j'en sais rien, puisque de toute façon, ce sont des fabrications religieuses. Mais oui. Quel est l'intérêt de ces gens-là à être dans ces religions sataniques? Quel est leur intérêt? Alors, c'est le diable, les pactes avec le diable, c'est très intéressant. Parce qu'on peut avoir une belle vie, non? On peut avoir un compte bien rempli, une belle maison, aucun problème, prestige, une super position dans la société. Je veux dire, pour les gens qui pensent qu'on a juste cette vie-là et terminé, on est né, on meurt et basta. Tous les pouvoirs. Pourquoi pas, hein? C'est tout, tous les pouvoirs. C'est-à-dire que plus on est impliqué dans le satanisme, plus on récupère des pouvoirs dans ce bas monde. Tout simplement. La franc-maçonnerie permet aux gens qui n'ont pas de sens existentialisme profond justement de s'impliquer dans une démarche égotique de pouvoir et de vendre leur âme au diable ou aux forces du mal. Donc les sataniques, ceux qui le recherchent, les sataniques, je pense que... Alors, il y a ceux qui pensent que Lucifer ou Satan ou les deux sont des mecs bien, tout compte fait. Comme par exemple, tiens, le déclare le pape Francesco, le pape François, là. C'est ce qu'il a ouvertement dit en 2015, que Lucifer ou Satan, je ne sais plus, n'était pas mauvais pour les hommes. Il avait dit que l'enfer n'existait pas. Et que l'enfer n'existait pas. Et qu'il invitait même à prier pour Lucifer. Bon. Alors il y en a qui finissent après par nous expliquer que Lucifer ou Satan, ou les deux, tout compte fait, ce n'est pas des entités mauvaises. Il y en a d'autres qui s'en fichent royalement, qui ne croient en rien, mais dans le sens où ils ne veulent absolument pas se poser de questions sur le plan existentialiste, qui partent du principe qu'ils ont une vie, ils n'en ont qu'une seule, tout le reste, les enfers, le paradis, la vie après la mort, les incarnations, tout ça c'est de la foutaise, que la seule chose de concrète qui est vraie, c'est qu'ils ont une vie, une seule, et que donc tout est permis pour se la rendre la plus chouette possible, avoir donc tous les pouvoirs possibles et imaginables. Ce sont des gens qui sont éminemment égocentriques, égotiques, égoïstes, qui n'ont plus aucune valeur morale, qui n'ont aucune empathie, qui ne ressentent que leur intérêt pour eux-mêmes. Et ceux-là donc sont les meilleurs clients pour être des satanistes, puisque le satanisme, même s'ils n'y croient pas vraiment,
leur permet d'avoir les plus belles places dans cette imposture sociétale. À condition, oui, qu'ils fassent des rituels, qu'ils violent des gosses, qu'ils les égorgent sur un autel après, dans les cérémonies, sur le tutu chapeau pointu. Vous avez conscience qu'il y a très peu de gens qui vont croire à ce que vous dites là? Non, je suis pas d'accord avec toi. Oui. Je pense que toutes ces vérités sont en train de sortir. Et si on regarde bien l'état de la planète, que tout est détruit, la mer, les forêts, il faut payer pour l'air. Je veux dire, on arrive à un stade où il faudra comprendre que le monde est dirigé par le satanisme. C'est ça vraiment, on n'est pas au paradis ici. Alors oui, c'est-à-dire que la question, oui, il est vrai qu'il n'est peut-être pas évident que les gens comprennent que l'origine de tous nos problèmes, c'est les forces sataniques, c'est soit le satanisme. Et là-dessus, c'est vrai que nous avons, j'espère, eu un rôle assez important pour le faire comprendre. Parce qu'on a commencé par faire des recherches sur la pédocriminalité, la protection institutionnelle de la pédocriminalité. Et immanquablement, on était obligé de glisser, de passer à des recherches sur le satanisme, puisque c'est totalement imbriqué. Puisque je dirais même que la pédocriminalité, la pratique de la pédocriminalité, est à un certain niveau un support au satanisme, aux rituels, aux incantations vers des entités maléfiques, ou des démons, pour ceux qui croient au... Alors, il y a des entités qui existent, parce que, bon, déjà, moi, j'ai été confronté à des entités, donc je sais qu'elles existent. Après, je ne sais pas si ce sont des démons ou des entités extradimensionnelles, extraterrestres. Après, on est dans le théorique. Tant qu'on ne sait pas, on est dans le théorique. Ce sont des hypothèses de crime. Les entités existent, elles ont une influence extrêmement grave sur notre univers. Évidemment, parce que ce sont elles qui contrôlent les cercles de pouvoir, qui sont derrière les cercles de pouvoir. Ce sont ces entités que les cercles de pouvoir appellent justement pour interagir sur notre planète et qui leur permettent de la modeler dans le sens donc, du contrôle des forces du mal. Il y a même des gens qui, dans les hautes positions qui se font posséder par ces démons-là. Ça veut dire qu'ils permettent qu'il y a une entité d'ailleurs vienne contrôler leur corps, donc agir sur la Terre. Mais pas que ça semble un peu bizarre, mais... Pas que dans les hautes sphères, hein. C'est de plus en plus. Et moi, j'en ai connu énormément de par mes aventures précédentes qui ne sont pas connues. Des gens qui se font posséder. J'ai côtoyé des gens qui appelaient les entités. J'ai côtoyé, et pas une seule personne, plusieurs, qui pour telle ou telle raison, en fonction de ce qu'ils faisaient dans la vie, appelaient les entités pour être possédés, pour être plus forts, ou pour avoir de meilleurs résultats dans ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui quelque part, partent d'un bon sentiment. Il y en avait certains, ça partait d'un bon sentiment, pour être plus efficace dans ce qu'ils faisaient, et qui ne comprenaient pas que ce qu'ils faisaient, c'était un appel aux entités maléfiques qui prenaient contrôle de leur corps et de leur âme. Et finalement, ils devenaient leur chose, bien sûr. Ça se finit toujours très très mal. Et puis il y a les personnes qui sont parfaitement conscientes de ce qu'elles font appel aux entités maléfiques, et qui savent qu'en faisant appel aux entités maléfiques, elles vont avoir sur cette planète tous les pouvoirs. Comme par exemple Aleister Crowley, qui oui, n'importe quoi. Bien sûr. Les gens peuvent faire des recherches à ce niveau-là et se rendre compte qu'il disait être en contact avec une entité. Mais il y a aussi des gens qui se font leurrer, parce que l'entité se présente bien, disant « je suis là pour t'aider, pour une monde meilleur ». Et ces gens-là tombent dans le panneau. Comme si les bonnes entités venaient pour donner plus de pouvoir à une personne individuellement. Comme si là, il pourrait s'agir d'une bonne entité. Parce que si c'était vraiment une bonne entité, elle fera quelque chose pour la planète, pour le tout, pas pour une personne, pour pouvoir permettre la richesse et tout ça. Et donc, puis il y a aussi tout le channeling, ces gens qui font du channeling sur Internet et qui donnent des informations d'entités qui sont soi-disant là pour nous servir et pour nous aider à évoluer. C'est toujours dans l'esprit que la solution doit venir d'extérieur, d'ailleurs. Il y a quelque chose qui a plus de pouvoir, on va dire, que nous, en tant que personne, homme, de chercher de l'aide ailleurs. Comme si quelque chose d'autre, un guide, un gourou, quelque chose à suivre. Quelque chose qui dit meilleur que ce que nous savons nous-mêmes. Donc, de se soumettre à quelque chose.
C'est le principe fondamental de religion qui est de nous faire croire que nous n'avons aucun pouvoir et qu'il faut nous en remettre à des forces, qu'elles ne soient pas, on choisit son camp, force du mal, force du bien. Mais que si on ne se soumet pas à Dieu d'un côté ou au diable d'un autre, par nous-mêmes, on est des bons à rien, on est capable de rien. Ça, c'est le rôle des religions, fondamental. Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais faire un petit zoom qui me paraît très très important pour qu'on puisse après continuer cette conversation. C'est que, et je reviens sur Internet, c'est le rôle d'Internet dans un plan qui est celui de l'apocalypse, qui du grec ancien signifie révélation, période de révélation, qui est d'ailleurs dans les textes. Là, je vais intéresser quelques croyants, forcément, en parlant de ça. Et on constate que l'apocalypse ne voulant pas dire fin du monde est dans l'inconscient collectif intimement lié pourtant à la notion de fin du monde. Il va revenir. Nous sommes en ce moment dans une période d'apocalypse. C'est pour ça qu'il y a Internet et c'est pour ça que tant de monde ont leur âme et leur conscience absorbée par Internet totalement, et qui glisse vers cette manipulation de transhumanisme, où on devient des machines. Parce que la révélation de la vérité est ce qui apporte à l'être humain, qui jusque-là ne savait pas, l'obligation de prendre position. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai conscience, où je sais que là, il y a le mal qui est en train d'agir, c'est devant mon nez, c'est sous mon museau, là, je suis conscient de ça, je suis obligé de prendre position. Je ne peux pas dire, ah ben non, je ne suis pas au courant. C'est ça le rôle d'Internet, comme tu dis. Ça, c'est le rôle d'Internet. Qu'on prenne conscience. Donc maintenant, ça ne gêne plus personne, c'est-à-dire au-dessus les maîtres du monde, que nous, les humains, prennent conscience. C'est même le but du jeu. Non, c'est pas autre chose. Non. Qu'on prenne conscience. Alors, oui, non. Oui, je dirais. Il faut que j'aille jusqu'au bout de cette idée-là, parce que ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, n'a jamais été dit, ne sera jamais dit, et il y aura beaucoup de censure. La prise de conscience est fondamentale, c'est-à-dire, effectivement, savoir qu'on est dans un monde où le bien et le mal se confrontent, et prendre position pour le bien ou le mal. Et évidemment, moi, j'ai dit pour le bien, c'est ma boutique. Bon. Le fait de prendre conscience que le mal se produise quelque chose nous oblige, je disais, à prendre position. Et ça, c'est fondamental. En même temps qu'Internet permet la diffusion de toutes les vérités soi-disant interdites. Donc c'est le phénomène auquel on assiste depuis deux bonnes dizaines d'années au moins. Les vannes des vérités interdites sont ouvertes, ça déverse à jet continu, on sait tout sur tout, etc. Les gens disent, oh, Internet a échappé au contrôle des maîtres du monde, que nous sommes forts, que nous sommes intelligents et nous avons tout compris. Et qu'on va pouvoir changer les choses une fois toute information sera diffusée et tout le monde aura compris les problèmes, on va pouvoir changer collectivement le monde, par exemple. Parallèlement à ça, en fait, ce que l'on constate, c'est que les gens prennent conscience et n'agissent pas. Et on peut me faire la démonstration de tourner les choses dans tous les sens possibles. C'est un fait. Plus on prend conscience de l'état du monde, moins on agit. Parce que c'est tellement, ça devient à chaque fois plus grand quand parce on que découvre. Ça fait peur. Oui, je sais pas. Parce qu'on découvre les énormités de plus en plus grandes et au fur et à mesure, on se sent de plus en plus petit. Donc la réaction humaine, c'est « Oh, je suis trop petit, donc tout seul, je ne peux rien faire. » Si on n'est pas des millions, des milliards, oh, ça n'est pas le premier, c'est pas le premier effet, c'est pas là où je voulais en venir tout de suite. Pourquoi on n'agit pas? On n'agit pas parce qu'on est sous contrôle d'Internet. Internet est là pour nous déshumaniser. Et ça marche merveilleusement, ainsi que toutes les technologies associées, le téléphone portable, le Wi-Fi, le smartphone, j'en passe à les meilleurs. On devient totalement esclave de cette machine qui, soi-disant, est là pour nous aider à communiquer et à tout savoir. Et à tel point, cette fusion avec l'intelligence artificielle a pour premier objectif, pour premier effet, de nous couper de l'action. Donc de notre prise de responsabilité. Autrement dit, à échelle collective, mondiale, on comprend ce qui se passe et on se désengage du jeu. Et on prétend agir à travers la communication.
Alors certes, la communication est importante. Évidemment que c'est très important de comprendre l'imposture sociétale, de comprendre le piège de la civilisation moderne, etc., et tout ce qui va avec. Mais ça n'est important que dans la mesure où on comprend l'importance de passer à l'action pour se battre contre ça. Et là où Internet est très fort, c'est que Internet nous fait voir ces vérités. On ne voit pas d'ailleurs à quel point on était des attardés mentaux, c'est-à-dire qu'il nous plonge le nez dans la merde. Hein. Il faut qu'ils nous le disent. Hein. Il faut vraiment qu'on soit vraiment bien atteint pour ne pas comprendre. Bon, et ben, avec ça, les conclusions qui sont amenées par Internet, par les grands courants spiritualistes dont tu parlais, c'est tout compte fait que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Oui. Le seul fait qu'on soit des millions, voire des milliards, à prendre conscience de la vérité, ça va faire que les forces du mal vont s'écrouler d'elles-mêmes, que le monde va tomber en... L'imposture sociétale, l'empire industriel va se tomber en poudre. C'est-à-dire, si tout le monde comprend que, et c'est ce qui est en train de se produire, alors c'est logique, ça va se casser la gueule tout seul. Non, pourquoi? Parce que tout le monde pense à un monde meilleur. Oui. Donc, Alors, nos pensées qui vont changer le monde. ça serait parce qu'il y a des millions de personnes qui prennent conscience, ce serait parce qu'il y a des millions de personnes qui prennent conscience de ce qu'est le monde, que le monde changerait. Mais voyons, est-ce que nous voyons, ne serait-ce qu'une ou quelques personnes, agir avec le radicalisme à mettre sur la même échelle de valeur que ce qu'on constate? Non. Donc ça ne fera pas la même, ça sera la même chose, je veux dire, avec tous les autres millions et milliards de personnes qui assistent en grands spectateurs à ce qui se passe sur la planète Terre. C'est l'incitation subliminale, le contrôle mental, pour surtout ne pas agir. Et les gens, maintenant c'est un très grand phénomène de mode, il y en a qui sortent de tous les côtés, des gens qui font des conférences, et des penseurs, et des gens qui ont tout compris, et qui disent des choses très très pertinentes. Je leur jette pas la pierre, parce qu'il y a des gens qui ont vu juste et qui sont pleins de bonnes intentions, mais qui ne comprennent pas que en se mettant ainsi en scène en tant que grand penseur, que conférencier, que donneur de leçons, même si les leçons sont très pertinentes, ils ne font en fait que participer à ce plan de contrôle mental collectif de l'espèce humaine pour ne pas agir. Où c'est la mode de la communication. On s'en borne à la communication et on est convaincu que c'est par la communication qu'on gagne cette guerre. Alors qu'en fait, c'est par la communication que l'on vend son âme. C'est ça l'Apocalypse. Je m'explique. Ouais. Je suis face au constat que le mal agit devant moi. Je réagis. Oh putain, je réagis vachement là. Oh ouais, putain, vous voyez plein de mails à droite, à gauche là. Je suis sur tous les forums, je suis sur tous les réseaux sociaux. Là, j'ai dénoncé. C'était une première étape. Non, c'est la seule. C'est la seule. Oui. C'est la seule étape et c'est ça le problème. C'est la seule. Oui. À part nous deux, à l'heure après, à preuve du contraire, je ne connais pas de personne qui ait réagi en fonction de ce qu'ils aient constaté. La différence en ce qui nous concerne nous, et ça c'est pas pour nous mettre de la pommade, c'est pour ça que je peux me permettre mon coup de gueule, et même j'ose dire de donner certaines leçons, c'est que avant de mettre notre gueule sur Internet et de vouloir jouer les donneurs de leçons comme ça nous est aussi reproché, on peut dire qu'on a un peu mouillé notre chemise. C'est-à-dire que nous, on est allé dans l'action. On est allé jusqu'au bout de là où on pouvait aller. On a mis en jeu nos incarnations et on continue à le faire de bon cœur, quelquefois pour sauver ne serait-ce qu'une ou deux personnes. La plupart du temps, ça s'agit d'enfants, évidemment. Et que c'est ça, fondamentalement, qui est important et qu'il faut faire. Le constat, l'information nous sert à comprendre. Donc l'information est intéressante, indispensable dans ce sens-là. Mais comprendre sans agir, par contre, ça nous détruit. C'est ça que je voulais dire. C'est la vente de l'âme.